C'était une des meilleures semaines depuis le lancement du projet MinerCash. Et oui, pratiquement tous les paris que je vous ai présentés pour le début de l'année 2024 ont déjà fait des énormes profits. Je parle avant tout de l'action LVMH, mais aussi de l'action Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Les entreprises ont publié des trimestriels excellents et les actions se sont littéralement explosées en bourse le vendredi dernier. Sur toutes ces actions, j'ai été positionné et j'ai présenté mes positions à mes abonnés MinerCash Patrimoine et Option Invest. Et certaines d'entre elles étaient également publiées sur la chaîne Telegram MinerCash, dont je vous invite à rejoindre immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce succès? Et comment on peut le renouveler? Eh bien, vous allez voir dans cette vidéo qu'il n'y avait rien de magique. C'est tout simplement l'analyse technique qui a permis de détecter les opportunités qui ont explosé ce vendredi. Et oui, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas devenir Warren Buffett ou être un expert économiste. Il faut bien maîtriser les bases de l'analyse technique, mais aussi de miser sur les actions de qualité. C'est parfaitement dans l'esprit du projet MinerCash, dont je vous invite à rejoindre en cliquant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, et en mettant une petite pouce bleu pour me soutenir dans le développement de cette chaîne gratuite. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez le club Option Invest et MinerCash Patrimoine dont les liens se trouvent dans la description à cette vidéo. Et n'oubliez pas que MinerCash, ce n'est pas uniquement cette chaîne YouTube, mais c'est aussi et surtout la chaîne Telegram où je publie beaucoup plus d'informations financières. Alors, dans cette vidéo, nous allons revoir les actions sur lesquelles je suis positionné actuellement. Quelle sera la prochaine étape pour maximiser les profits? Je vais également vous faire part d'une petite anomalie que j'ai détectée sur le marché américain et dont nous allons pouvoir profiter. Je vais également partager avec vous les perspectives pour l'indice français CAC 40 tel que je le vois et jusqu'à où les actions françaises peuvent encore monter. Allez, c'est parti! Nous avons beaucoup de sujets cette semaine parce que il n'y a pas eu Café de dimanche la semaine dernière, comme vous vous souvenez. On va essayer de se rattraper, mais nous allons se concentrer avant tout sur les actions françaises qui ont publié leur trimestriel cette semaine. Certaines d'entre elles ont publié des résultats très très bons, ou bien moins pires que prévu. En tout cas, elles se sont littéralement explosées en bourse. Et une très bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces entreprises font partie de portefeuille MinerCash Patrimoine ou bien une des stratégies que je présente à mes abonnés. Nous allons commencer bien évidemment par LVMH. C'est le leader incontestable de la côte française, le leader du luxe, il ne faut pas la présenter. Dans mes précédentes vidéos, nous avons beaucoup discuté autour de LVMH parce que avec les tensions autour de la Chine qui sont en grande partie subjectives, en grande partie purement politiques, l'action s'est corrigée. L'action évidemment, c'est une action de qualité, c'est incontestable, personne ne dit l'inverse. Après la question à quel prix il faut l'acheter, c'est un peu le cas pour toutes les entreprises de qualité. Eh bien, la plupart des discussions qui ont eu lieu sur la chaîne MinerCash, notamment dans Telegram que je vous invite à rejoindre, c'était autour des niveaux 650, 680. Donc dans cette zone-là, effectivement, on voyait clairement sur les graphiques que nous sommes proches au support, mais est-ce que ce support allait être cassé ou pas? Donc je vous ai déjà présenté ce graphique à plusieurs reprises, et notamment quand j'ai passé le trade dernièrement, que la ligne de tendance que vous voyez actuellement, elle a pris sa source il y a très très longtemps, plus exactement en 2016. 2016 mes amis, franchement c'est du costaud. Cette ligne de tendance passe par le plus bas du Covid. À un moment donné, j'ai dessiné cette ligne comme ça parce que je voulais éliminer la situation du Covid de mes tests, de mes stress tests, entre guillemets. Eh bien, je considérais déjà que cette ligne a déjà été cassée. Mais si on dessine cette ligne en passant par la ligne du Covid, ça n'était pas encore le cas. Et donc, du coup, mon hésitation, était très fort en fait quand l'action a basculé en dessous de cette ligne de trend qu'elle a touché beaucoup de fois et qu'il a été cassé uniquement pendant le Covid, qui est pour moi le cas très particulier où il y a eu une volatilité extrême. Eh bien, je me demandais, est-ce que le trend de très long terme est cassé ou pas? Eh bien, visiblement, non. Donc, il faut suivre la théorie de l'analyse technique à l'être. Donc, si on passe par les vrais plus bas, nous avons touché vraiment cette ligne de tendance et on est reparti de plus belle et on est reparti en une seule journée le vendredi dernier. Je pense que tout le monde est au courant que l'action LVMH, vraiment, elle a pris plus de 10% vraiment pour la plus grosse valorisation
d'une indice, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment remarquable. Et on s'est atterri directement sur la moyenne mobile de 200 jours qui se trouve à 768 euros. Franchement, on a pris presque 100 euros, ben même exactement 100 euros en une seule journée. Très bonne nouvelle que j'ai partagé mon trade sur LVMH dans l'espace public de la chaîne Telegram. Donc vous étiez au courant que j'ai tradé LVMH et en plus je l'ai tradé 2 fois récemment. LVMH, c'était également l'instrument que j'ai utilisé pour jouer le rallye de Noël 2023 et j'ai appliqué une stratégie, ce qu'on appelle les actions gratuites, donc j'ai touché le plus-value qui était encaissé en 3 mois et j'ai gardé uniquement la quantité d'actions qui correspondait à ma plus-value sur cette action, sur cette stratégie de trading dans le portefeuille long terme Minder Cash Patrimoine. Donc si ça vous intéresse, il y a un article dans mon blog où j'explique exactement comment ça fonctionne. C'est très très simple évidemment. Eh bien, j'ai essayé d'appliquer exactement la même stratégie et je fais une publication dans Telegram, donc Telegram est gratuit, donc vous pouvez le voir sans aucun problème. J'ai fait copier-coller, grosso modo, de cette stratégie de Père Noël il y a littéralement une semaine. Et vraiment, en quelques jours, juste avant les publications des trimestriels, et en quelques jours, j'ai réalisé un résultat très très important sur une position très importante. Bon, très importante. Elle est importante, mais la position sur Pernod Ricard, dont on va parler tout à l'heure, elle est encore plus importante, mais par contre, je passais par les options. Ici, je passais par les actions en direct. Pourquoi je ne suis pas passé par les options? Bah, tout simplement parce que l'action elle est trop chère, en nominal en fait, en valeur absolue, et les options sont tradées en lot. Donc le lot minimal c'est sans action. Sans action LVMH, vous pouvez comprendre que c'est du costaud. Voilà, donc les résultats sont publiés, les résultats sont un nouveau record, encore une fois LVMH n'a pas déçu, et techniquement on a explosé les RSI, maintenant on est dans la zone de surachat en une seule journée, vous voyez comment ça se passe vite en bourse. Maintenant nous sommes sur les moyennes mobiles, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de prendre déjà les profits. Donc ma position elle a été ouverte tout récemment, ça ressemble un petit peu à du day trading, et effectivement, je commence à me réfléchir déjà de prendre le profit et ou au moins garder, encore une fois, les gains en tant qu'une position long terme dans le portefeuille Minder Cash Patrimoine. Après, théoriquement, si nous passons la ligne de moyenne mobile de 200 jours, on peut facilement aller à un niveau de 800 euros. Pourquoi? Je pense que c'est quand même probable. Il y a une raison pour ça. Vous savez que parmi mes stratégies, mes nombreuses stratégies que je démarrais en janvier 2024, que je vais vous répéter dans cette vidéo, on va faire un petit bilan, c'était aussi un pari sur la Chine. C'est la seule stratégie actuellement avec laquelle je suis dans le rouge, parce que je pense que la Chine, elle a été quand même un petit peu survendue l'année dernière sur les différents prétextes, notamment les histoires autour de Taïwan, la guerre économique, toutes ces barrières que la Chine et l'Union européenne et les États-Unis se mettent entre elles en termes de commerce pour des diverses raisons. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais la Chine pour moi elle était un petit peu survendue. À un moment donné, on devait y avoir un rattrapage. J'avais un trade purement spéculatif, à nouveau avec des options. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux que j'ai un club Option Invest où je publie tous mes trades en options et il y a une formation en options. Le club, je pense que le moins cher sur le marché, donc si ça vous intéresse d'apprendre des options, ça vaut vraiment le coup. Je pense pas que vous allez trouver une formation sur les options moins chères que je propose chez Miner Cash. Eh bien, j'ai réalisé cette option en option. Pourquoi? Parce que investir à long terme dans les actions chinoises, déjà, je ne veux pas. Et deuxièmement, je trouve ça extrêmement risqué. Je répète encore et encore chaque fois quand je parle des actions chinoises que ce n'est pas vraiment les actions proprement dit. Ce sont des actions dans des coquilles vides qui ont un contrat de réplique, qui réplique la performance de la société mère. Nous, en tant qu'occidentaux, nous ne pouvons pas investir dans les actions chinoises. C'est les lois de l'empire du milieu que uniquement les citoyens chinois qui peuvent investir directement dans le capital des entreprises. Donc Alibaba ou Baidu, n'importe qui peut faire faillite sans qu'il fasse faillite, pardon, vous pouvez perdre tout votre capital. Si, par exemple, pour des raisons politiques, le gouvernement chinois décide d'arrêter toute cette histoire avec les cookies vides et la société mère, ils peuvent le couper du jour au lendemain, et dans ce cas-là, vous allez perdre tout sans que cette entreprise dans laquelle vous pensez d'avoir été investi fasse faillite ou sans qu'elle fasse des mauvais résultats. Voilà, c'est très très risqué de point de vue purement politique.
Eh bien, j'investis via les options parce que si ce scénario arrive, dans ce cas-là, je veux perdre uniquement ma prime et pas l'intégralité de ma ligne. Je trouve que c'est beaucoup plus prudent de passer par les actions. Donc si vous voulez investir dans les actions chinoises et vous voulez le faire sans passer les options, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, mais là-dessus, je ne vous conseille pas. Parce que c'est un risque absolument démesuré. Vous pouvez vraiment perdre tout sans que le sous-jacent ait des problèmes particuliers pour des raisons, encore une fois, purement politiques. Voilà, donc je reviens sur LVMH, c'est que si tout se passe bien, si on restons raisonnablement optimiste, déjà on s'approche au Nouvel An chinois où il y a beaucoup de choses des positives généralement que l'État offre à son peuple, et notamment le peuple qui investit en bourse, les Chinois sont quand même des investisseurs, hein, je vous rappelle. Eh bien, cet événement-là, quand on veut rendre un bilan économique. Le bilan économique n'est pas brillant en Chine et le bilan boursier de l'année 2023 il est presque catastrophique. Et beaucoup de Chinois qui sont investis dans les actions chinoises. Donc il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas contents. Et nous voyons déjà dans les publications que je fais sur Telegram, c'est 100% gratuit encore une fois, donc les liens sont dans la description, je vous rappelle si vous voulez rejoindre, que chaque fois, pratiquement chaque matin, je publie une information concernant la Chine et je vois clairement les tentatives de gouvernement chinois de faire remonter l'économie et même la bourse, parce qu'ils ont lancé un plan de relance de stock market. Notez bien qu'il s'agit du stock market. C'est pas comme les plans de relance aux États-Unis ou bien en Europe quand on injecte dans l'économie, on essaye de faire remonter l'économie. Franchement, les Chinois, ils visent vraiment le stock market. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents du niveau actuel du stock market. Donc, je pense qu'on peut légitimement croire que les niveaux des valorisations boursières des entreprises chinoises qui sont cotées directement ou indirectement par ces coquilles vides devraient quand même à un moment donné remonter. Et donc, on pourrait légitimement s'attendre à un certain positif. Évidemment, l'action la plus chinoise que nous avons sur la côte française, c'est LVMH. C'est là où ils font le plus de chiffre d'affaires. Et eh bien, LVMH va toujours être très sensible aux bonnes nouvelles depuis la Chine. Déjà, ils ont montré que sans qu'il y ait de bonnes nouvelles, ils continuent à performer très bien. Ça reste une société brillante. Et s'il y aura encore de bonnes nouvelles en provenance de la Chine, rien n'empêche d'aller chercher les plus hauts historiques qui se trouvent actuellement autour de, vous voyez, 855. Je crois que le plus haut, c'était 900 même. On était au-delà de 900 € récemment. Je ne dis pas que ça va nécessairement arriver, parce que si ça arrive, dans ce cas-là, le CAC, il devrait être à 8000, et du coup, je change aussi un petit peu mon avis technique sur le CAC 40, on va en parler tout à l'heure, parce que deux composantes majeures du CAC 40, c'est LVMH et Total Energy, elles ne sont pas chères. Total Energy, j'ai aussi une position semi-spéculative sur cette valeur, une de mes valeurs préférées, on va encore un petit peu parler de cette entreprise également, mais LVMH, c'est la première valorisation, elle n'était pas chère, elle était presque bon marché quand on était à 680. Je pense qu'on va plus revenir à 680 dans l'avenir proche, à moins qu'il y ait une guerre en Taïwan, et dans ce cas-là, on peut aller même sur les 400 si vous voulez. Donc tout est possible, mais encore une fois, je ne mets pas dans mon scénario de base le début de la guerre en Taïwan demain ou après-demain, quoi. Voilà, c'est ce que concerne LVMH, je ne veux pas refaire l'analyse, donc ça a été déjà fait récemment, ça a été fait non seulement dans mes vidéos, mais aussi dans Telegram, donc c'est juste le marché a confirmé que notre analyse a été pertinente, et donc l'action elle a repris, et s'est revalorisée maintenant, elle est à son niveau correct. Pour l'instant, je reste toujours dans mon trade spéculatif, évidemment dans un très gros profit, et je vais voir. Parce que pour moi, il y a quand même encore des chances qu'on aille un petit peu plus loin. Et j'ai largement de la marge pour encaisser les beaux profits encore. Ensuite, une autre valeur dont on avait parlé, il y en avait deux, je les regarde toujours en couple. C'est les valeurs Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Franchement, c'était une journée folle pour mon portefeuille le vendredi, folle dans le bon sens. Parce que j'ai des positions longues sur les deux. Euh, Encore une fois, on est obligé de reparler de la Chine. Pourquoi ces valeurs ont chuté? On voit que Rémi Cointreau, depuis ses plus bas, il a fait quoi? Il a fait moins 60% presque. Et pourtant, c'est presque une valeur de luxe. On peut dire aussi que Pernod Ricard, même si c'est pas vraiment du luxe, mais ce sont des boissons alcoolisées qui ont quand même des belles marges lors des ventes. Eh bien, pourquoi ils ont chuté autant? Bah, encore une fois, la Chine, donc ça c'était
la raison principale, mais pas que, mais il y a eu une enquête antitrust qui a été lancée et qui a visé directement ces deux entreprises, l'enquête ouverte en Chine, pour répondre, c'était une forme de riposte politique à des barrières que l'Union européenne a instaurées pour les fabricants des voitures électriques chinoises. C'est la politique pure, on va pas en parler maintenant, c'est pas le sujet. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo sur la géopolitique. Je sais certains aiment ça, d'autres n'aiment pas trop. Je pense que c'est quand même assez important quand on investit à long terme de comprendre aussi les enjeux politiques. Et les enjeux politiques entre la Chine et l'Union européenne, c'est clairement la guerre économique. Et au cœur de cette guerre, c'est les fabricants des voitures électriques qui risquent de écraser littéralement les fabricants européens et les fabricants américains. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Elon Musk. Également, j'ai partagé ce post sur mon Telegram où lui, il a dit ouvertement, c'est un créateur de Tesla, c'est un pionnier dans les voitures électriques. Bon, pionnier, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, il était leader le plus brillant entrepreneur dans ce secteur, qui dit que il y a clairement un danger de la part des voitures chinoises. Évidemment, il est intéressé, c'est pas une partie complètement objective, mais quand il dit quelque chose, je pense que c'est légitime d'écouter ce qu'il dit. Ces deux entreprises françaises qui avaient l'air de n'avoir rien à voir par rapport aux voitures électriques se sont retrouvées dans l'épicentre de cette tension politique parce que les Chinois ont lancé une enquête antitrust qui visait notamment les ventes des boissons alcoolisées en Chine. Il y a aussi une boîte, je crois que c'est Campari, qui est aussi affectée par ce dossier, mais le frappe, il était direct sur les exportateurs français. Eh bien, je m'attendais énormément à la publication et le commentaire des dirigeants de Rémi Cointreau lors de la publication de leur trimestriel qui ont eu lieu ce vendredi. La publication, elle était moins pire que prévu, donc ils ont perdu du chiffre d'affaires, clairement, mais c'était moins que les analystes s'attendaient. Donc l'action, elle a explosé à la hausse, et est actuellement, ma position, elle est en fort profit. Attention, quelle position j'ai pris par rapport à ces deux entreprises? Ce sont des positions optionnelles qui peuvent paraître un petit peu complexes, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, ils vont paraître très simples. Donc pour Rémi Cointreau, je n'avais pas d'envie d'acheter nécessairement, parce que je trouvais que l'action elle a baissé trop. Déjà, on est arrivé, si on regarde bien, techniquement sur un niveau absolument absurde, parce que là, si on descend encore plus, dans ce cas-là, on se retrouve au niveau du Covid. Est-ce que la situation actuelle avec cette histoire d'antitrust, c'est comparable à l'histoire du Covid? Je doute, franchement, et le marché me donne raison pour le moment. Pour cette raison-là, j'ai décidé de jouer une stratégie du moins pire. Donc ce que j'ai fait, j'ai vendu les options put au strike de 80, pas autour d'eux, exactement au strike de 80. J'ai pris une échéance assez lointaine en septembre 2024 pour que ce soit une prime plus importante. Et quand l'action est partie à la hausse, donc elle est partie à la hausse sans moi, et cette option que j'ai vendue, encore une fois, et elle s'est dévalorisée, et maintenant elle vaut pas grand chose, pourrait éventuellement clôturer cette position. Par contre, mon gain, il est limité. Donc, c'est pas une position avec un gain illimité. Mais par contre, cette position m'obligerait d'acheter cette action si elle passe en dessous de 80 euros en septembre 2024, au moment où elle va expirer. Et stratégiquement, ça ne me dérangeait pas parce que moi, je trouve qu'en dessous de 80, clairement, cette valeur, elle est super intéressante. J'aimerais bien vous donner un petit commentaire pourquoi je préfère quand même largement Pernod Ricard par rapport à Rémi Cointreau. C'est pas parce que je préfère le pastis et pas le cognac. Donc, l'alcool, c'est mauvais pour la santé, attention, toujours. Et c'est pas parce que j'habite dans le sud de la France. Ça, je pense aussi. Mais l'avantage de Pernod Ricard, c'est que c'est un groupe nettement plus diversifié. Les boissons qu'ils vendent, ce n'est pas uniquement en Chine ou en Amérique, comme c'est le cas en Rémi Cointreau. En France, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas de consommation de cognac. C'est vrai que la France, cognac, c'est une région en France, et les cognacs, c'est Armagnac aussi, c'est d'origine française à 100%. Mais le problème, c'est que je ne vois pas du tout des personnes qui consomment le cognac en France. Donc dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez, moi je les connais pas beaucoup. Eh bien, pour moi, vraiment, Rémi Cointreau, je ne suis pas convaincu parce que pour moi, ce n'est pas diversifié, c'est un pari pur et simple sur les émergents.
parce que cette entreprise vit uniquement de l'exportation. Pernod Ricard, il ne vit pas uniquement des exportations, ils vendent énormément en Europe, sans parler que des pastis, mais aussi ils ont tout un tas de marques. Dans les précédentes vidéos, j'ai déjà vous présenté vous voyez, un tableau des marques de groupe Pernod Ricard, mais pour moi c'est clairement un dossier beaucoup plus défensif. Eh bien, je regardais les deux ensemble parce que ils vivent plus ou moins la même réalité. Ils sont exposés sur les émergents, ils sont tous les deux, Rémi Cointreau et Pernod Ricard sont touchés par cette histoire d'antitrust. Ici, ça va bien se passer pour Rémi Cointreau, ça devrait aussi bien se passer pour le Pernod Ricard. Vous voyez, c'était ça ma logique. Et on voit évidemment que Rémi Cointreau a bien publié et Pernod Ricard également s'ouvre avec un énorme gap haussier. Par contre, ici, j'ai une position énorme pour tout vous dire. Honnêtement, c'est que j'ai non seulement acheté des options en lot, donc c'est sans action. Sans action Pernod Ricard, c'est quand même aussi 114 000 euros juste en lot. Mais j'ai aussi vendu les puts, les options put, comme je fais pour Rémi Cointreau, par contre à un niveau beaucoup plus bas, à 125 euros, ce qui représente pour moi un point d'entrée incontestable sur lequel je suis prêt à m'engager à très long terme avec une grosse position sans aucun problème. Donc stratégiquement, c'était une vente de put, de point de vue investisseur, de point de vue trader, j'ai acheté en long agressif via des options call. Les options call qui visent en strike de 140 en plus. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les options, j'ai pris un strike qui était légèrement dans la monnaie, donc j'ai pris un risque quand même assez important sur cette valeur. Donc j'avais déjà en dollars un petit peu de la valeur intrinsèque dans cette option et je visais que l'action repart très fortement à la hausse et je voulais avoir ce qu'on appelle une delta assez importante pour cette position pour que je profite à fond de ce mouvement haussier qui pour moi était très probable. Et donc ce qui s'est passé, donc maintenant je suis en train de profiter, mon profit est illimité. Donc il est limité sur une branche de vente de put, comme c'était le cas pour Rémi Cointreau, mais en revanche il est illimité pour ma branche du trading qui vise, je sais, pour l'instant je sais pas quel niveau, je pense que je vais tout simplement limiter le profit potentiel par une vente des options call. Et je vais voir dans le club Option Invest à quel niveau je vais commencer à vendre les calls pour me limiter le gain en potentiel, parce qu'évidemment elle va pas montrer éternellement, hein, c'est quand même la bourse, et la raison va revenir tôt ou tard dans les marchés. Et vu que les options nous permettent de profiter justement des stratégies extrêmement flexibles en mettant les probabilités de son côté, pourquoi pas en profiter. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire le principal, que Pernod Ricard, il publie ses trimestriels un peu plus tard, mi-février. Donc j'ai largement de temps pour garder ma position. Et il y a des fortes chances que la publication ne sera pas mauvaise non plus, parce que plus ou moins quand même, les Pernod Ricard et Rémi Cointreau opèrent sur des marchés qui sont comparables. Voilà. Même si c'est pas vraiment les mêmes produits, comme je viens de vous dire, mais on peut se projeter, on va dire, avec les résultats de Rémi Cointreau. Maintenant, je regarde rapidement Total Energy qui publie le 7 février ses résultats. Je m'attends également à une bonne surprise. J'ai déjà une position dans le portefeuille Miner Cash Patrimoine, qui sont abonnés, vous connaissez, je parle souvent de Total Energy. Eh bien, là, j'ai ouvert aussi encore une stratégie optionnelle. Comme je disais au début de l'année que cette année, ça serait une année de trading, je fais le trading avec des options parce que je contrôle à 100% mon risque, donc je suis très confortable avec ces produits. Eh bien, là, évidemment, j'ai tradé encore comme pour LVMH, vous voyez les niveaux, c'est super clair, hein, je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc on voit que ici, il y a eu un niveau, je l'ai acheté. Ici, il y a eu un niveau que j'ai acheté. Et donc, encore une fois, je suis en train de profiter de ce rebond. Rebond, il n'a pas encore, il est reparti, mais il n'est pas aussi fort comme sur les valeurs qu'on vient de voir. Mais qui sait qu'est-ce qui va se passer quand ils vont publier les résultats. Si ça sera pas une déception, on peut tout à fait revenir sur les 67, 68 et pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Je vous rappelle encore et encore que Total Energy, ce n'est pas du pétrole. Je sais que le marché le pense souvent comme ça, mais c'est pas vrai. Les Total Energy, c'est une énorme société énergétique. Le pétrole, aujourd'hui, dans leur business model, sert pour justifier leurs dividendes énormes. Ils versent un dividende largement supérieur au taux sans risque. Ils ont une capacité d'augmenter ce dividende qui est déjà énorme. Ils ont beaucoup de cash flow, ils ont tout pour vraiment faire bonheur des investisseurs à dividendes. Et je ne vois pas pourquoi ne pas les acheter, parce qu'en fait, c'est pratiquement une société idéale et il fera partie de l'avenir.
contrairement à ce que certains pensent, parce qu'ils sont déjà sur le GNL. GNL, c'est vraiment super à la mode depuis la guerre en Ukraine. Ils sont sur les renouvelables, c'est leur priorité maintenant. Regardez n'importe quelle interview avec leur PDG, ils parlent tout le temps du renouvelable. Ils sont sur l'électricité, c'est vraiment une société diversifiée énergétique aujourd'hui, où le pétrole sert un matelas de sécurité qui permet de verser des dividendes énormes. Donc pour moi, c'est vraiment le crème de la crème. C'est même mieux que le VMH parce que vous n'avez pas ce côté Chine émergent, l'incertitude. Est-ce que pendant les crises, on va toujours consommer du luxe, etc. Donc on va forcément consommer de l'énergie de telle ou telle manière, pétrole ou le gaz liquéfié ou le gaz normal ou l'électricité ou tout l'ensemble, sans doute tout l'ensemble. Est-ce que les renouvelables c'est du pipeau ou pas? Ils sont quand même dessus. Donc vous avez un investissement presque en fonds énergétique, un ETF énergétique qui vous permet de s'exposer en seul trade surtout. J'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, vous décidez comme vous voulez, si vous pensez, vous pouvez même shorter, ça c'est votre problème, mais en tout cas moi je l'achète et je suis très content. Qu'est-ce que je fais avec des options? Donc là, ici la structure d'options est légèrement différente. J'ai vendu vraiment beaucoup d'options, plusieurs lots à un niveau 54, parce qu'à 54, je peux investir à fond vraiment sur cette entreprise, parce que si on descend à ce niveau-là, le dividende va devenir absolument irraisonnablement élevé. Et je pense pas qu'on va y aller à 54, honnêtement, ni techniquement ni fondamentalement, je ne vois pas de raison. Et j'ai aussi pris un call pour profiter spéculativement d'un rebond sur ces cours normaux que je considère actuellement, selon les moyennes récentes, c'est 61 jusqu'à 65. Voilà, pour moi, c'est là où il devrait être. Là, on est redescendu à un moment donné à 58, c'est à ce moment-là, légèrement au-dessus de 58. J'ai pris des positions spéculatives à la hausse et une position stratégique de vente des options put, mais cette fois, j'ai vendu plusieurs lots pour entrer dans la position si jamais le moment se présente. Ensuite, maintenant, là, on a parlé des grosses entreprises. Je vais voir maintenant les indices. Là, on va revenir sur le café de dimanche un peu traditionnel. Eh bien, on est au plus haut, mes amis. Donc, CAC 40 et les proches de ces plus hauts. Évidemment, c'est l'effet LVMH. Total Energy n'a pas encore dit son dernier mot. S'il fait pareil, je pense pas qu'il va faire 10% quand même s'il publie très bien. Mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui au plus haut. Et encore une fois, il y a du potentiel, comme je viens de vous expliquer que sur LVMH, il y a du potentiel. Et dans mes précédentes vidéos, je vous disais que si on revient à ces plus hauts historiques, peut-être je vais faire des stratégies qui s'appellent Bear Call Spread. C'est une stratégie qui n'est pas très risquée et qui marche très bien quand les marchés se calment. Maintenant, je doute que le marché va se calmer, parce que si jamais on voit du positif en provenance de la Chine, et comme vous le savez, je pense qu'il y aura un petit peu du positif parce que déjà il y a le nouvel an chinois, et la Chine elle est survendue, et pour toutes ces raisons que je viens de vous présenter, eh bien là on a énormément de potentiel encore sur le CAC 40, on peut casser la résistance et aller chercher jusqu'à 8000, donc ça devient plus irréaliste. Bon, 8000 peut-être que j'ai pris un peu trop loin, mais en tout cas on peut pas aujourd'hui se limiter par ces niveaux les plus hauts historiques. Parce que les locomotives du CAC 40 aujourd'hui sont sous-valorisées. Les locomotives, c'est quoi? C'est le VMH, c'est Total Energy et Sanofi. D'ailleurs, Sanofi, il a chuté aussi à la fin de l'année. Je crois qu'il avait repris depuis, je ne suis pas trop cette valeur, j'aime pas trop cette valeur, mais vu le contexte, on va quand même jeter un œil. Voilà, Sanofi, j'ai pas de position dessus, mais elle impacte également beaucoup l'indice CAC 40. Vous pouvez très bien voir qu'elle a quand même du potentiel d'aller toucher 100 euros. C'est un niveau tout à fait normal pour Sanofi, sachant qu'aujourd'hui, il est à quoi? Il est à 92. Bon, après, ça fait 10% à peu près. Mais on a encore quand même un potentiel de récupérer quelques points au niveau du Sanofi également. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer notre CAC. Il est haut. C'est sûr qu'il est haut, mais peut-être c'est pas encore la fin. Ensuite, je regarde rapidement S&P 500 et là, on va parler d'une petite anomalie que j'ai détectée sur les marchés. Voilà, c'est le S&P 500. Là, on est au plus haut, sans aucun doute. Par contre, là, on a tout en fait un autre enjeu. Donc, je ne vais pas encore reparler des GAFAM parce que j'en ai marre un petit peu de cette AI des GAFAM. Je les ai dans le portefeuille patrimoine, vous le savez si vous êtes abonné. J'étais en retard, je l'ai pas acheté, j'avoue que je n'ai pas acheté au bon moment, j'ai dû acheter bien plus tôt, j'ai raté Nvidia, je reconnais toutes mes erreurs.
Mais en tout cas, actuellement, j'ai du Microsoft, j'ai du Google que j'ai acheté au plus haut et finalement je suis déjà à plus 15%, encore en quelques semaines. Euh, j'ai du mal à acheter au plus haut, je pense que tout le monde a un petit peu du mal, mais parfois il faut le faire. Donc ça, cette expérience avec Google me prouve que parfois il faut le faire. Eh bien, où est-ce que ce hype de AI peut s'arrêter? Ça, c'est difficile à dire. Parce que vraiment, très difficile de calculer le potentiel de cette nouvelle technologie. Peut-être le potentiel est presque limité. Combien on aura de concurrence? Est-ce que ces concurrents seront de taille pour vraiment bouger de leur place des leaders, les gros mastodontes comme Microsoft, comme Google, comme Nvidia? Toutes ces questions, je ne peux pas répondre actuellement. Tout ce que je peux dire, c'est que l'indice VIX, mes amis, ça, c'est par contre, c'est très intéressant. L'indice VIX, il repart à la hausse. Et ça, c'était aussi une des positions que j'ai actuellement, que j'ai ouvert en janvier. Cette position, elle est plus ou moins à l'équilibre actuellement. Je n'ai pas beaucoup parlé parce que bon, pour l'instant, on ne fait rien. Mais si vous vous souvenez mes prévisions pour l'année 2024, je vous les montrer tout de suite. Je vous rappelle que je m'attendais que janvier sera le mois de hausse, ce qui est apparemment le cas, parce que nos plus hauts historiques sur tous les indices. Janvier ne s'est pas encore terminé, mais on est proche de la fin du mois. Ensuite, en février, on devrait avoir les valeurs de croissance qui vont tirer un petit peu les indices, mais je pense que ça sera le mois qui peut être encore assez positif. Par contre, en mars, comme vous pouvez voir, je m'attends déjà à ça. Donc je m'attends déjà à une explosion de volatilité parce que je ne veux pas reparler encore une fois, c'est tous les sujets qu'on parle peut-être un peu trop même. C'est le taux, la politique de la Fed. Et cette semaine, il y a eu encore une fois la BCE. Je vais quand même en parler rapidement tout à l'heure. Mais ça va pour l'instant dans mon sens. Le mois de janvier, l'ouverture du mois de janvier m'a pas donné raison du tout parce que ça, on s'est ouvert avec une chute boursière. Eh bien, une chute, bon, c'était une correction. Finalement, j'ai appelé la vidéo chute, il y a beaucoup de personnes qui m'ont critiqué pour ça, mais encore une fois, désolé mes amis, parce que je vis dans le monde YouTube, parfois je suis obligé de appeler les vidéos pour que maximum de personnes cliquent dessus. Mais dans la vidéo, je disais que pour moi, la baisse des indices que nous avons vu en janvier, au début janvier 2024, c'était plus une correction après le Christmas Rally. Et aujourd'hui, on voit que c'était tout simplement une correction. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau au plus haut historique et mes pronostics sont justes. Par contre, je vais me critiquer moi-même un petit peu parce que j'ai fait la bonne pronostic, mais par contre, mon raisonnement à l'époque n'était pas juste. Parce que je pensais que le mois de janvier va être positif parce que nous allons encore aider les espoirs que des baisses de taux. Par contre, les espoirs de baisse des taux se sont évaporés plus vite que prévu. Et c'est pour ça que nous avons commencé à baisser très fortement au début du janvier. Par contre, aujourd'hui, pour des raisons X ou Y, je ne comprends pas pourquoi, on a mis un petit peu sous tapis ce sujet. Les statistiques qui ont été publiées, mes amis, cette semaine, c'était juste de la folie. Regardez, quasiment toutes les statistiques qui sont liées à l'inflation et les statistiques qui sont marquées chez Investing avec 3 étoiles, ce sont les statistiques les plus importantes qui sont liées à l'inflation, sont supérieures aux attentes. Donc les PMI, les ventes au détail des biens durables, le chômage qui a baissé, donc tout en fait, même les ventes des maisons neuves, malgré les taux, malgré toutes les tensions économiques, si vous voulez, toute la politique restrictive de la Fed, et restrictions de crédit, les maisons nouvelles, les maisons neuves, se vendent comme des petits pains aux États-Unis et donc tout se passe bien. L'économie elle tourne en plein régime. Je vois pas pourquoi du tout et je vois pas du tout pourquoi, excusez-moi, la Fed devrait baisser les taux dans les circonstances actuelles. Donc pour moi, dès le mois de février, ils devraient corriger leur discours. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que ça sera encore une fois une humiliation de Monsieur Powell quand il va être obligé de faire une marche arrière sur ce qu'il disait tout récemment. Voilà, ça c'est mon avis, parce qu'aujourd'hui je ne vois pas comment on peut baisser les taux dans les circonstances actuelles. L'économie est en surchauffe. S'il baisse les taux, elle sera en surchauffe encore plus. Voilà. La BCE, par contre là je suis beaucoup plus en ligne avec Christine Lagarde et la BCE parce qu'elle a dit la vérité en fait. Il a dit que en Europe c'est la situation très différente par rapport aux États-Unis, donc il n'y a pas d'économie qui tourne en plein régime. Elle dit tout simplement que l'inflation, il montre les signes positifs, donc du coup de la prise de contrôle de l'inflation,
Donc, et il a baissé, donc on contrôle mieux l'inflation qu'avant, mais par contre, rien n'est gagné encore. Il a dit qu'il est ouverte pour baisser les taux au moment venu. Donc, il n'a rien promis. Il était beaucoup plus nuancé que à Jerome Powell. Donc là, je suis complètement en ligne avec ce qu'il a dit. Donc évidemment, je peux n'importe quelle situation, n'importe quelle étape d'économie, je peux dire que je peux monter ou baisser les taux au moment venu quand les situations économiques l'exigera. Voilà, et donc dans ces circonstances, je pense que mes prévisions, en tout cas pour le premier trimestre, risquent de se confirmer. Donc février, j'ai des doutes, mes amis. Attention, là je dis c'est approximatif. Je pense qu'entre février et mars, on va avoir des tensions déjà au niveau de la volatilité. La volatilité, c'est l'indice VIX. C'est pour ça que j'accumule toujours une position sur l'indice VIX, qui est actuellement, comme je viens de dire, plus ou moins à l'équilibre. Parce que, à un moment donné, le marché devrait réaliser que la politique de la Fed ne va pas changer, dans leur sens en tout cas. Peut-être même, ils peuvent reparler des hausses des taux, ce que je ne crois pas, mais tout est probable. Si l'inflation suite aux tensions géopolitiques dans la mer Rouge, etc., reviennent, tout est possible. Je pense qu'on devrait quand même avoir des certaines tensions. Mais le début de février, pour l'instant, ça s'annonce relativement positif. Encore une fois, c'est ne que mon avis. Et en jouant long sur toutes les actions que je viens de vous citer, j'accumule une position sur l'indice VIX. Et le phénomène que j'observe, c'est que l'indice VIX, cette semaine, il a monté, attention, malgré les hausses des indices. C'est très rare que ça arrive, que les indices sont au plus haut et l'indice VIX en train de décoller. Donc là, pour l'instant, on voit ce décollage de manière pas très brutale, hein. Là, on était au plus bas à 12,46 et là, on est à 13,80. C'est un indice qui est très volatile, donc ça peut en un seul jour, ça peut faire 20% et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, il y a déjà le mouvement d'incertitude, vous voyez. Donc, on peut très facilement aller chercher 14,42. On était il n'y a pas longtemps, hein, 17 janvier, on était là déjà. Mais par contre, pour moi, on peut même aller toucher pendant cette correction du mois de mars 20,25. Et c'est sur ce scénario-là que moi, je suis en train de parier en parallèle. Pour le moment, ça me sert dans une espèce de hedge. Et vous voyez que le hedge qui marche vraiment bien parce que quand mes actions montent, lui, en fait, il monte finalement aussi parce que les marchés commencent à anticiper que peut-être il y aura quelques tensions. Je passe très rapidement aussi l'indice Fear and Greed Index. Nous sommes dans la zone maintenant Extreme Greed, mes amis, Extreme Greed. Attention, nous sommes vraiment dans une surchauffe non seulement économique, mais boursière également. Et encore une fois, je vous renvoie vers mes prévisions. Donc, à partir de ce niveau-là, je pense qu'on peut légitimement s'attendre qu'on passe en mode greed neutral dans l'avenir proche. Je ne dis pas, je n'annonce pas qu'il y aura un crack boursier, la fin du monde, etc. Non, je ne suis pas comme ça. Vous voyez, je suis un youtubeur, j'espère un peu différent à la plupart des youtubeurs que en France. Que déjà, je prends des positions très claires. Je les partage en détail avec mes abonnés parce qu'ils suivent tout simplement mon portefeuille en direct. Mais même dans l'espace public, je parle ouvertement de mes paris. Quand je me fais avoir, j'en parle. Je me suis fait avoir beaucoup avec Nvidia l'année dernière. J'ai essayé de la shorter. Vous pouvez, voilà, vous voyez, vous pouvez rigoler de moi, vous pouvez dire quelle connerie j'ai fait. C'est vrai que c'est une connerie, mais vraiment la carte visite du projet Miner Cash que je dis ce que je fais réellement. Je me trompe parfois sur certains points, je ne suis pas exact, mais c'est la vie d'un trader, et comme ça je vous expose la vie d'un investisseur et trader qui essaie de conjuguer les deux approches au sein d'une seule stratégie. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas de mettre un like, et mes amis, sur ça je vous dis à très bientôt. Passez un très bon dimanche et je vous conseille vraiment vraiment me suivre au moins sur Telegram, et pour ceux qui veulent connaître vraiment tous les trades, de me rejoindre avec Miner Cash Patrimoine et la formation Option Invest. Allez, reposez-vous bien, ouais, à très bientôt. Bye bye.